D'accord. Avec votre permission, si on peut progresser, effectivement. Donc, on aura quelques minutes qui nous restent aujourd'hui. Nous sommes un petit peu en retard sur le programme. Monsieur Mamadou Niane est à côté de moi. Alors, si je voulais bien, donc je vais demander de regagner effectivement ce pupitre pour une présentation alors assez succincte. Nous avons peut-être 15-20 minutes maximum afin de pouvoir dresser la synthèse générale des travaux avant de clôturer ce forum. Merci. Vous avez la parole. Merci, je prendrai beaucoup moins de temps pour présenter rapidement les enseignements de ces 2 jours. Donc, la Commission de protection des données à caractère personnel du Sénégal et l'Alliance Smart Africa ont co-organisé ce forum les 8 et 9 mars, donc ici au Radisson, afin de discuter de 2 questions et de présenter un livrable qui a été élaboré en commun. La première thématique portait sur l'identité numérique et la seconde thématique sur la gouvernance de la donnée. J'ai pris un peu de liberté en tant que rapporteur de ces travaux pour réintituler ces 2 thématiques. Donc je vais rapidement présenter tout ce qui a été dit sur le citoyen et son identité et sur la gouvernance de la donnée. Le citoyen et son identité. Beaucoup d'interventions ont axé ou beaucoup de panélistes ont axé leur intervention sur le contexte de l'identité numérique en Afrique. C'est une réalité qui est devenue classique dans certains pays et qui est en train de s'imposer dans d'autres pays. Au niveau de ce contexte, permettez-moi de rappeler 3 enseignements qui ont été partagés. Le premier enseignement est relatif à l'accès à une identité numérique. Beaucoup d'auteurs ont parlé de l'accès à une identité numérique en ces termes. D'abord, la manière de l'aborder. Pourquoi l'accès est important? Quelques prismes ont été utilisés comme porte d'entrée. L'exercice d'un pouvoir régalien. C'est l'exemple des présentations des polices du Maroc, du Sénégal, mais c'est aussi l'exemple de l'état civil, c'est l'exemple de la présentation du Bénin. L'accès aux services, c'est l'exemple de la présentation de Wouri. La création d'un marché unique, Smart Africa en parlait, l'Union africaine aussi. La technologie, GSMA, ou les droits fondamentaux, le RAPDP avec le président du Maroc. Ces différentes portes d'entrée ont été utilisées pour parler de l'identité numérique. Comment on en a parlé? D'abord, autour des principes d'identification. Quels sont les principes qui gouvernent une bonne identification du numérique? Entre autres principes, il a été question d'inclusion, de confiance et de gouvernance. Les éléments d'identification ont été présentés. Quels éléments? Les données à caractère personnel et des données identifiantes qui ne sont pas des données à caractère personnel au sens premier du terme. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'identifier les personnes physiques, dépositaires de la protection des données à caractère personnel, bénéficiaires plutôt, mais les personnes morales aussi. Les acteurs, en dernier lieu, 2 types d'acteurs ont eu à être présentés aussi. Les fournisseurs d'identité, et une question très importante a été soulevée par M. Noureddine Diagne, à qui appartiennent les données? Peut-on construire une identité, son identité numérique, ou doit-on attendre que l'on nous attribue une identité numérique? Les autres acteurs étant les bénéficiaires. Qui sont les bénéficiaires? Les citoyens des pays, les étrangers, les personnes à mobilité choisie ou imposée, je veux parler des étrangers, je veux parler des réfugiés, des déplacés et autres migrants, et les personnes morales enfin. Comment poser une identité numérique? C'est le second axe, la mise en place d'un modèle d'identité. Des options ont été déroulées. Quelles étaient ces options? L'identité numérique unique est une option. L'identité numérique multiple était une autre option, et une option hybride, avoir une identité numérique unique couplée à des identités sectorielles. L'option aussi portait sur le mode de gouvernance de l'identité numérique. Fallait-il une gestion centralisée ou une gestion décentralisée? Toutes ces options ont été posées par les États et des choix ont été effectués. 3 choix ont servi à illustrer
ces options, ou le choix arrêté sur ces options. Le Bénin, le Maroc et le Sénégal. À chaque fois, nous avons eu soit des systèmes hybrides ou un système assumé d'identité numérique unique. Le dernier élément sur le contexte, c'est la sécurisation de l'identité numérique. Il fallait des prérequis et ensuite leur mise en œuvre. Au titre des prérequis, il a beaucoup été question des standards de sécurité et ensuite de la question de la localisation, car la sécurité était indissociable de la localisation des données. Au niveau opérationnel, les PKI et tous les autres paramètres de sécurité ont été présentés, notamment la certification, les mécanismes d'authentification et les standards de sécurité, que l'on utilise des solutions open source ou des solutions payantes. Derrière toutes ces présentations, 3 problèmes sont revenus de manière récurrente. Des problèmes d'ordre juridique, technique et politique. Les problèmes d'ordre juridique ont fait écho à 2 choses, soit l'absence de texte ou l'incomplétude des textes qui sont existants. Il fallait des solutions, nous y reviendrons. Au niveau technique, l'interopérabilité a été la principale problématique soulevée. L'interopérabilité, pourquoi? Parce que c'était nécessaire entre acteurs publics, c'est le paradigme de l'État-plateforme, c'était nécessaire entre public et privé, il faut des transactions et les transactions nécessitent les questions de la reconnaissance de ces identités. Politique, enfin, ce sont les mécanismes de reconnaissance mutuelle entre les systèmes nationaux d'identification. Des remèdes ont été proposés. Au niveau juridique, il fallait harmoniser les textes. Comment harmoniser? Quelques suggestions. Un modèle contraignant, à l'image du RGPD, ou adopter des mises en œuvre sectorielles en espérant un élargissement progressif. C'est l'initiative Smart Africa, c'est l'Union africaine avec des identités sectorielles. Au niveau technique, l'interopérabilité a trouvé quelques solutions pratiques. Le Maroc a présenté une plateforme au même titre que le Bénin. Cette plateforme servait d'interface à toutes les transactions qui recouraient à l'identité unique numérique. Le Sénégal a présenté une solution hybride avec la division de l'automatisation des fichiers. Certains traitements ont été ciblés pour faire l'objet d'une prise en charge unique, les autres ont été délégués au privé pour pouvoir être certifiés. Les remèdes au niveau politique concernent une gouvernance ouverte, transparente et inclusive. Tous les acteurs, sans exception, ont appelé de leur vœu l'avènement d'un tel modèle. La gouvernance me permet de faire la transition avec la deuxième journée, car elle était consacrée à la gouvernance de la donnée. Qui dit gouvernance demande à ce qu'une feuille de route soit déclinée pour que l'on sache ce que l'on veut faire, pourquoi on veut faire, comment on va le faire et quel sera l'impact de ce qui se fera par rapport aux objectifs initiaux qui ont été fixés. Beaucoup de visions convergent en Afrique et autant de politiques. Il a été question du cadre stratégique continental des données de l'Union africaine, du Data Protection Flagship, Smart Africa, le réseau africain et le Sénégal qui a coordonné derrière. La Convention de Malabo, qu'on a présentée comme une solution innovante, mais qui est condamnée à l'obsolescence. L'accord ZLECAf pour le commerce et les flux transfrontières de données, quel que soit leur objet. Toutes ces visions ou ces politiques reposent d'abord sur l'existence d'une infrastructure capable de supporter l'implémentation de ces politiques. Ces infrastructures répondent à la question de la localisation des données. Des projets de data centers ou de cloud africains ont été évoqués. Le rôle du privé aussi, parce que qui parle d'infrastructure parle de data souvent, mais le privé a revendiqué son rôle important. Microsoft est revenu longuement sur le rôle que peut apporter le privé, en plus de GSMA, qui en a parlé. Les ressources sont nombreuses et nécessaires. Le financement. Nos pays sont souvent frappés par le manque de ressources. Un mécanisme innovant a été proposé, les partenariats publics-privés, pour pouvoir offrir quelque chose. Le capital humain.
Beaucoup d'intervenants, sinon la totalité des intervenants, ont parlé du renforcement de capacités comme un préalable nécessaire. Le temps, la conduite du changement. Nous sortons d'une situation où nous sommes encore dans une situation de fracture numérique, où un taux de 30% environ de pénétration caractérise l'Afrique. Il faut du temps pour rattraper le retard, pour créer des contenus locaux, pour amorcer l'innovation et implémenter tous ces programmes. Le temps devient une ressource aussi nécessaire et urgente que les autres. Enfin, les contenus locaux. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, après vous avoir salué, permettez-moi de souligner votre contribution autour des contenus locaux. Car ces contenus permettent de mesurer le pourcentage de l'Afrique dans les volumes de transactions. Au titre des activités, une feuille de route a été réclamée. D'abord, faire la situation, l'état de préparation des pays africains, l'identification des besoins et la méthodologie à adopter au niveau des pays, des zones régionaux et enfin à l'échelle du continent. Quelles sont les perspectives et les priorités qui ont été dégagées? Une perspective priorité, c'est la souveraineté numérique. Ce vocable aujourd'hui est revenu à plusieurs reprises. Cette souveraineté numérique a été conçue comme étant la combinaison de la localisation des données et de la question de la propriété des contenus. Les volumes très croissants des données à caractère personnel qui sont produites, elles appartiennent à qui? Sous la perspective du marché, on a parlé de leur valorisation, de leur patrimonialisation, de leur appropriation. C'est une question à régler. L'économie numérique, justement, parce que ces politiques ont toutes comme dénominateur commun de faire la promotion de l'innovation, d'accélérer le partage des données et de répondre à la question de la valeur des données. Enfin, puisqu'il s'agit après tout d'un événement organisé sous l'égide de la protection des données à caractère personnel, la protection des droits fondamentaux est aussi une priorité, une perspective, parce que c'est ce qui nous lie tous. En parlant de la protection des droits fondamentaux, et ça c'est une liberté du rapporteur par rapport à la synthèse de tout ce qui a été dit, c'est de donner une primauté ou une priorité à la protection des données à caractère personnel. Le dernier élément de ce forum a été la présentation des lignes directrices. Malheureusement, je n'ai ni la fluidité en anglais, ni la pertinence de Théonès pour reprendre ce qu'il a été dit. Comme nous avons tous entendu ce qu'il a dit et bien dit, je m'en limite à ces propos et je vous remercie. Excellent, merci Monsieur Niane pour ce résumé vraiment, on va dire, très en phase avec, très juste avec tout ce qui s'est passé au cours de ces 2 derniers